Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un bras de fer politique et même juridique qui agite pas mal le Cameroun. Bonjour, oui, un bras de fer assez spectaculaire. D'un côté, on a un poids lourd de l'opposition, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Voilà. Il vient de réélire son leader, Maurice Kamto, lors d'une convention un peu spéciale, puisqu'elle a été organisée par visioconférence. Et ça, évidemment, ça n'est pas passé inaperçu. Ah bon. De l'autre côté, on a le parti au pouvoir, le RDPC, qui a immédiatement dégainé pour remettre en cause toute la légalité du processus. C'est un face-à-face très tendu. Et c'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Exactement. Et pour ça, on a deux textes qui se répondent vraiment du tac au tac. Le premier, c'est un résumé des déclarations d'un communicant du parti au pouvoir, André Luther Meka. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère, si je comprends bien. Ah non, pas du tout. Il parle de poursuite, il brandit même la menace de radiation du parti. C'est très fort. Waouh. Et en face, on a le droit de réponse du premier vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mota, et là, le ton est tout aussi combatif. Bon, l'idée, c'est de décortiquer leurs arguments pour voir ce qui se joue vraiment en coulisses. C'est ça. Alors, commençons par l'offensive du parti au pouvoir. La première salve d'André Luther Meka, elle est d'ordre juridique. Il parle de contentieux administratif. Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent obtenir avec ça? L'idée, c'est de fragiliser l'adversaire sur son propre terrain. En parlant de contentieux administratif, le RDPC suggère que l'utilisation de la visioconférence n'est pas prévue. Ni dans leur statut, ni dans la loi. Voilà, exactement. La stratégie, c'est de dire votre processus interne est bancal, il n'est pas valide, donc votre leader n'est pas légitimement installé. C'est une manière de créer une incertitude juridique, quoi. D'accord. Et potentiellement de paralyser le parti d'opposition dans des batailles de procédure sans fin devant les tribunaux. C'est une sorte de guérilla juridique, en fait. On attaque la forme pour invalider le fond. C'est une tactique assez classique, hein? C'est une tactique très classique qui vise à enliser l'adversaire, à détourner son énergie. Oui. Plutôt que de préparer les prochaines élections, le MRC pourrait se retrouver à devoir se défendre sur le plan légal, prouver que sa convention virtuelle est valide. Le message sous-jacent, c'est un peu vous n'êtes même pas capable d'organiser vos affaires internes dans les règles. C'est exactement ça. D'accord. L'angle de la procédure est quel? Mais, mais là où ça change complètement d'échelle, c'est quand il utilise le mot radiation. Attendez, une simple question de procédure par visio pourrait mener à la dissolution d'un parti entier. Ah oui. Le saut logique me paraît énorme. C'est crédible ou c'est juste de l'intimidation politique? C'est là que la stratégie devient vraiment dangereuse pour l'opposition. Le saut logique est gigantesque, et c'est voulu. D'accord. L'argumentaire change complètement de nature. On ne parle plus des statuts du parti, mais de sécurité nationale. Ah oui, la source qui rapporte ces propos, elle indique qu'il justifie ce risque en accusant le MRC de mener des actions qui portent atteinte à la stabilité et à la cohésion sociale du pays. Ah oui, là, on n'est plus du tout dans le droit des associations. On est dans le pénal. C'est presque une accusation de sédition. Précisément, on quitte le terrain du débat politique pour celui de la criminalisation de l'adversaire. Tout à fait. Et c'est une rhétorique très efficace pour le pouvoir. Parce qu'une fois que le débat est cadré en termes de sécurité nationale, de menaces, le gouvernement peut justifier un tout autre arsenal répressif. La question n'est plus est-ce que la visio est légale? Non, la question devient est-ce que ce parti est une menace pour le pays? Et ça permet de balayer toutes les questions de procédure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'aux dirigeants du MRC. Le texte précise qu'il met en garde les militants contre des manœuvres politiques sans issue. On dirait qu'il essaie de parler par-dessus la tête des leaders pour semer le doute à la base. Exactement, c'est une double offensive. D'un côté, la menace du bâton, judiciaire contre la direction, et de l'autre, une opération de com qui vise à démoraliser les troupes. Le message aux militants, c'est « Attention, vos chefs vous emmènent dans le mur C'est ça. Ils prennent des risques qui pourraient coûter la vie à votre parti. Pour rien. Prenez vos distances. C'est une tentative de créer une fracture interne, de casser la loyauté. ». D'accord, donc la menace est double, hein, un procès sur la forme et une dissolution sur le fond. Face à ça, comment le MRC réplique? J'imagine qu'ils ne se sont pas contentés de plaider la bonne foi. Ah, loin de là. La réponse de Mamadou Yacouba Mota, c'est une contre-attaque en règle. Ah, Il ne se place pas du tout sur la défensive, pas du tout. Au contraire, il attaque les légitimités même de l'accusation. Il qualifie les menaces de fantasmes administratifs. carrément. Et la posture du RDPC de fébrilité politique, le ton est donné, c'est le mépris. Et quel est son premier angle de défense? La souveraineté du parti. Sa formule est très directe. Il dit que la réélection de Maurice Kamto, c'est la cuisine interne du MRC. C'est une manière imagée de dire « ça ne vous regarde pas ».
Voilà. Mais il ne s'arrête pas là. Il fait quelque chose de très habile. C'est-à-dire? Il ne présente pas la visioconférence comme un choix de modernité ou je ne sais quoi, non. Il la présente comme une contrainte imposée par le pouvoir lui-même. Ah, d'accord. Il dit que c'était le seul moyen de parer aux interdictions administratives arbitraires de leurs réunions physiques. Ah, mais donc ils retournent complètement l'argument. Totalement. Ce n'est plus une faille de leur côté, mais la preuve de la répression qu'ils subissent. En gros, vous nous empêchez de nous réunir normalement, et après vous venez nous reprocher d'avoir trouvé une solution pour exister quand même. C'est brillant, rhétoriquement. C'est une technique classique dans ces contextes tendus. On pourrait appeler ça l'inversion de la charge de la preuve politique. Oui, c'est bien vu. Au lieu de se justifier, le MRC met en accusation le système qui le contraint à agir comme ça. La visio, du coup, n'est plus une faiblesse de procédure, elle devient un symbole de résistance. Et il enfonce le clou, j'imagine. Ah oui, il dit que cette obsession du RDPC pour leurs affaires internes, ça trahit leur peur bleue de l'échéance de 2026. Le message est clair. Votre juridisme n'est qu'un masque pour votre peur électorale. Et face à la menace la plus grave, celle de la radiation, comment il réagit? Avec la même stratégie, il élève le débat pour ne pas rester prisonnier du terrain de l'adversaire. Il qualifie la menace d'aveu de faiblesse. Ok, Et il sort une phrase conçue pour marquer les esprits. On ne radie pas une idée, on ne radie pas l'espoir d'un peuple. c'est une formule très forte, ça. Il sort complètement du cadre administratif pour se placer sur un terrain quasi philosophique. Il ne défend plus une organisation, mais une cause. Exactement. Il transforme une entité juridique, le MRC, en une abstraction politique, l'espoir d'un peuple, et face à une idée, une menace de radiation administrative, ça paraît soudain dérisoire. Presque absurde. Voilà. Et il retourne aussi l'accusation sur la stabilité sociale. Il dit que c'est le refrain habituel de ceux qui confondent ordre public et maintien au pouvoir. C'est une critique frontale. C'est une défense extrêmement politique. Et il me semble qu'il ne se contente pas de se défendre. Il passe à l'offensive, non? Oui, et c'est peut-être la partie la plus audacieuse. Il offre ce qu'il appelle, ironiquement, un conseil gratuit au RDPC. J'aime bien. En adoptant cette posture un peu supérieure, il leur dit d'arrêter de se focaliser sur leur vote numérique et de s'occuper des vrais problèmes du pays. Et il les liste. Ah oui, lesquels? Le flou autour du calendrier électoral, la nécessité d'inscrire massivement les citoyens sur les listes, la gestion des crises. En somme, pendant que vous perdez votre temps avec nos procédures, vous manquez à vos devoirs de gouvernance sur les sujets qui comptent vraiment. C'est exactement ça. Il essaie de s'emparer du monopole de l'intérêt général. Il déplace complètement le cadre du débat. Voilà. Ce n'est plus une querelle entre deux partis. C'est le procès de la gouvernance du pays. Il se positionne comme celui qui se soucie des vrais enjeux, face à un pouvoir obsédé par des manœuvres politiciennes. Quand on met les deux discours côte à côte, c'est frappant. C'est un dialogue de sourds. D'un côté, le formalisme juridique, la raison d'État. De l'autre, la légitimité politique, la cause populaire. C'est vraiment la confrontation de deux univers de référence, de deux logiques. Pour le RDPC, la politique, c'est une activité qui doit s'inscrire dans un cadre légal très strict. Le respect de la forme, c'est la condition pour jouer. Si vous ne respectez pas la règle, vous êtes hors jeu. C'est ça. Et si en plus on vous considère comme une menace, on peut vous exclure définitivement. Pour eux, le droit est vu comme un rempart. Alors que pour le MRC, ce même droit est présenté comme une cage, voire une arme, utilisée par le pouvoir pour les étouffer. C'est leur argument central. Mamadou Yacouba Mota a cette phrase qui résume tout. Il dit: le droit administratif n'est pas une arme de répression politique, mais un cadre de régulation. Il accuse le pouvoir de détourner le droit de sa fonction. C'est ça. Pour le MRC, la légitimité première, elle ne vient pas de la validation de l'administration. Elle vient de la volonté de ses militants et, par extension, du peuple. La volonté politique doit primer sur un formalisme qui serait instrumentalisé. Cette opposition entre le droit comme cadre et le droit comme arme, c'est vraiment le cœur du problème. Mais est-ce qu'un des deux camps a un argument plus solide, du moins sur le plan rhétorique? Rhétoriquement, je dirais que le MRC a l'avantage de se poser en victime d'un système injuste. C'est une posture narrative très puissante. C'est David contre Goliath, quoi. Oui, bien sûr. En se concentrant sur le formalisme, le RDPC risque de paraître tatillon, technocratique, voire déconnecté. En même temps. Mais leur argument a une force institutionnelle. Un état de droit sans respect des règles formelles, c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Chaque camp joue sur un registre de légitimité différent, et c'est ce qui rend le conflit insoluble.
Le MRC accuse d'ailleurs le pouvoir de vouloir transformer l'arène politique en un tribunal permanent. L'image est forte. Ça suggère un climat où le débat d'idées est remplacé par une guerre de procédure. Et c'est là qu'on voit que l'enjeu dépasse la simple histoire de visioconférence. C'est une bataille pour la définition même des règles du jeu politique. Qui a le droit de dire ce qui est légitime? Est-ce que c'est l'État et ses administrations? Ou est-ce que c'est la dynamique politique, la volonté populaire qui peut justifier des innovations, surtout face à ce que l'opposition appelle une obstruction systématique? Les deux sources nous montrent bien ces deux visions irréconciliables. La conclusion du MRC est d'ailleurs, c'est un défi lancé au pouvoir. Il termine en disant «Le jeu politique se jouera dans les urnes et non dans les officines de la menace». C'est une façon de dire assez de manœuvres, laissons les électeurs trancher. C'est un appel au suffrage universel comme seul juge de paix. Ce n'est pas une décision administrative, c'est le vote des citoyens. Bon, si on résume, on a donc d'un côté le parti au pouvoir qui attaque sur un vice de forme, Et le transforme en question de sécurité nationale. voilà, avec des menaces très lourdes. Et de l'autre, l'opposition qui refuse ce débat technique, qui crée au harcèlement et qui déplace la discussion sur le terrain de la légitimité démocratique. Absolument. Et le point de friction central, c'est ce choc entre deux légitimités. La légitimité légale, celle de la conformité au texte, qui est le cheval de bataille du pouvoir. Et la légitimité politique, Oui, celle qui découle de la volonté des militants et des électeurs, qui est l'étendard de l'opposition. L'opposition affirme que sa légitimité politique lui donne le droit d'innover, surtout si les voies traditionnelles lui sont bloquées. et ce qui est fou, c'est que toute cette crise fondamentale, elle est déclenchée par un outil technologique qui est devenu banal pour nous tous. C'est ça qui est fascinant. L'étincelle, c'est une visioconférence, un outil qu'on utilise tous les jours sans y penser. Mais une fois qu'on l'importe dans le champ ultra sensible du droit des partis politiques, dans un contexte de forte tension, Il devient un point de rupture. Le prétexte est une bataille sur les fondements même du jeu démocratique. c'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une dernière réflexion, qui va bien au-delà du cas camerounais. Finalement, toute cette controverse tourne autour de la méthode. Une élection par visio. À une époque où le numérique transforme absolument tout, quelle place ces outils peuvent ou doivent avoir dans nos processus démocratiques? C'est la grande question. Est-ce qu'un vote en ligne est une simple commodité technique, une solution de rechange, ou est-ce que c'est une nouvelle forme de pratique démocratique qui exige ses propres règles, ses propres garanties? On voit bien que la technologie évolue beaucoup plus vite que le droit. Et surtout, la question qui tue. Qui a le dernier mot pour décider si ces nouvelles pratiques sont valables? Est-ce que c'est le parti lui-même, au nom de sa liberté d'organisation, ou est-ce que c'est l'État qui doit s'assurer que les règles sont les mêmes pour tous? C'est un vrai dilemme. Ce bras de fer au Cameroun, à cause d'un vote en ligne, il pose en fait une question universelle sur l'adaptation, parfois douloureuse, de la démocratie à notre siècle. Et cette question, elle est très loin d'être résolue.